Alors maintenant qu'on sait calculer tous nos indicateurs, on va essayer de les interpréter, de les utiliser. Et donc on commence par l'écart type. Donc je vais consacrer une vue par mesure. On va rentrer dans le détail pour expliciter tout ça. Alors lorsque vous calculez l'écart type de votre jeu de données, cela vous donne une information précieuse sur la dispersion de vos données autour de la moyenne. Donc voilà, voici comment on va l'interpréter et l'utiliser concrètement. Alors ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est de comparer cette valeur avec la moyenne. Je vous rappelle que l'écart type, tel que j'ai explicité la formule, on voit bien que l'écart type a la même unité que mes données. D'accord? Si vous avez un jeu de données de taille en centimètres de personne, l'écart type, ça va être quelque chose en centimètres. Donc vous pouvez très bien comparer l'écart type avec la moyenne. D'accord? Donc si par exemple la moyenne d'un jeu de données est égale à 100 et que l'écart type est de 5, cela indique une faible dispersion relative. 5 par rapport à 100, c'est relativement faible. Donc ça signifie que la plupart de mes données sont concentrées dans un intervalle proche de la moyenne. C'est comme ça qu'on interprète, la première interprétation qu'on fait de l'écart type. Donc quand je suis dans ce genre de cas, c'est-à-dire un écart type faible par rapport à la moyenne, ça suggère une certaine uniformité ou cohérence dans les données. Autrement dit, mon jeu de données est homogène. Par exemple, si on s'intéresse à un jeu de données formé par les notes d'une classe d'élèves, d'accord, et qu'on a un écart type faible, donc je prends mes notes de tous les élèves et je calcule la moyenne d'abord, puis l'écart type, etc. Je trouve un écart type faible. Cela veut dire que le niveau de la classe est homogène, globalement homogène. Ça n'empêche pas qu'il y ait des valeurs extrêmes, un peu des très mauvaises notes, des bonnes notes, mais globalement, la classe est homogène, d'accord? Voilà, donc c'est ce que j'explicite dans ce point-là, au contexte de la moyenne. Alors, l'écart type, il peut servir aussi pour identifier les valeurs extrêmes, c'est-à-dire les valeurs qui vont s'écarter significativement de la moyenne. Une règle empirique qu'on utilise, c'est que les données qui se situent à plus ou moins 2 écarts types de la moyenne, en fait, couvrent environ 95% de l'ensemble des données. D'accord? Alors, c'est une règle qui s'applique quand j'ai en fait un jeu de données, une distribution de mes valeurs qui ressemble à une distribution normale. Je suis proche d'une distribution normale ou une gaussienne, une courbe en cloche, quoi. Dans notre exemple là, ici, dans lequel j'ai une moyenne de 100 et un écart type de 5, donc si on calcule 2 fois l'écart type, ça me donne 10, d'accord? Donc si je prends l'intervalle qui, dans les bornes, sont 100 moins 2 l'écart type, c'est-à-dire 100 moins 10 égale 90, et puis de l'autre côté, j'ai 100 plus 10, donc 110. Donc en fait, l'intervalle 90-110 va comporter 95% de mes valeurs. Quasiment toutes mes valeurs sont dans cet intervalle-là. Donc moyenne moins écart type, moyenne plus écart type. Et les 5% restants sont en dehors de l'intervalle. Et donc j'ai une manière de repérer très rapidement ou d'identifier rapidement les valeurs extrêmes. Donc voilà un intérêt non négligeable de l'écart type. Bien entendu, dans le cadre, quand vous avez à peu près une distribution proche d'une gaussienne. D'accord? Alors, un troisième intérêt de l'écart type, que je rappelle ici, c'est que ça permet de comparer 2 jeux de données, ou plusieurs d'ailleurs, un ou plusieurs jeux de données. Vous avez plusieurs jeux de données, et si vous voulez comprendre ou savoir quelle série de données est la plus variable, d'accord, vous comparez tout simplement les écarts types, d'accord? Bien entendu, il faut rester dans les mêmes unités, on parle de la même chose. On peut pas, là, c'est pas n'importe quel jeu de données qu'on peut comparer, c'est des choses homogènes qui peuvent se comparer. Vous comparez les écarts types et l'écart type le plus élevé va indiquer une plus grande dispersion, d'accord? Donc c'est intéressant, si vous voulez rechercher une grande stabilité ou au contraire vous cherchez une variabilité dans les données, ça vous permet de choisir le jeu de données qui vous intéresse, d'accord? Alors j'ai rappelé ici, j'ai donné 2 exemples, 2 exemples d'utilisation de l'écart type, 2 exemples concrets dans le domaine de l'investissement, donc vous pouvez regarder pour ça intéresse, plutôt dans le domaine financier. Et je vais détailler un petit peu plus le deuxième exemple, qui est un exemple dans le domaine de l'industrie. On suppose que on a une usine donc, qui fabrique des pneus, d'accord? Et le but est de voir, en bout de chaîne, est-ce que ma production est consistante? C'est-à-dire que les pneus que je fabrique, ils ont tous les mêmes caractéristiques. Ici, on va simplifier, on va prendre par exemple l'épaisseur du caoutchouc du pneu. On va prendre une seule variable. Mais bien sûr, les indicateurs de qualité, il y en a beaucoup. On va prendre juste l'épaisseur du caoutchouc. Donc, en sortie de chaîne, vous visez, vous dites, mon cahier des charges, je vais fabriquer des pneus avec une épaisseur de caoutchouc de je sais pas moi, je vais dire n'importe quoi, je ne suis pas un spécialiste des pneus, mais par exemple de 2 cm, d'accord, juste l'épaisseur du caoutchouc.
Et je vais vérifier si je respecte mon cahier des charges. Est-ce qu'à la sortie, j'ai des épaisseurs de caoutchouc qui sont de 2 centimètres. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un échantillon, hein, je vais choisir des pneus au hasard hein, à la sortie de ma chaîne. D'accord. Donc j'ai une série, je mesure d'abord les épaisseurs de caoutchouc de ces pneus que j'ai tirés de manière aléatoire. Et je calcule donc ma moyenne. Alors, premier indicateur, est-ce que la moyenne, c'est 2 centimètres déjà? Il faut que ça soit très proche de 2 centimètres, sinon il y a un problème. Donc ça, c'est le premier indicateur. Hein. En général, je pense, problème majeur qui sera respecté. Hein. B, en revanche, le deuxième indicateur, qui est la mesure de dispersion, en général, ça peut l'être moins, en général, un peu plus contraignant. C'est-à-dire que je vais calculer mon écart type, hein, comme je viens de vous montrer dans l'exemple précédent. Je calcule mon écart type et je vais regarder comment il se compare par rapport à la moyenne, tout simplement. Un écart type qui va être faible va indiquer une production qui est uniforme. D'accord. C'est-à-dire que quasiment tous mes pneus ont une épaisseur de caoutchouc qui est proche de 2 centimètres de la moyenne et en nombre, c'est 95%, 98%, etc. D'accord. Tandis que si j'ai un écart type élevé, mettons 15 par exemple, d'accord, enfin je dis 15 non, parce qu'ici c'est 2 centimètres, je ne vais pas faire le calcul, mais bon, imaginez pour une donnée dans la moyenne est 100 et j'ai un écart type de 15, on va dire un écart type qui est plus de 15% différent de la moyenne, enfin un écart type qui est au-dessus qui est différent de la moyenne de plus de 15%, là il y a un petit souci. Ça veut dire que ça nous signale qu'il y a des incohérences, d'accord. Donc en gros, si l'usine trouve un écart type plus élevé que la norme, hein, c'est une tolérance, on va donner une tolérance de 2 ou 3%, je ne sais pas quel est le standard dans l'industrie. Mais si l'usine trouve un écart type qui est plus élevé que la norme, alors l'usine doit corriger les problèmes sur la ligne de production, et ce, pour améliorer la qualité et la fiabilité des pneus produits. D'accord. Voilà pour ce qui est de l'interprétation de l'écart type. Et donc, je vais parcourir comme ça les autres mesures hein, pour voir comment on les utilise et on les interprète.